Denis Van Lederick, bonjour. Vous traduisez un livre de Marc Mando. Alors, je vais essayer de le lire correctement, Vanguard of the Crusade. Et vous le traduisez par la 101e division aéroportée durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'aurais tendance à dire que la traduction en elle-même pose le problème. La question que j'allais vous poser, j'ai une idée de la réponse d'ailleurs. Est-ce qu'on est soi-même un auteur quand on traduit un autre auteur ? Alors, j'imagine que ça dépend de la qualité du texte qu'on traduit. J'imagine que de traduire du Shakespeare, on est certainement obligé de se caché dans l'ombre d'un auteur aussi prestigieux. En l'occurrence, je traduis un ancien policier de Détroit qui a énormément de qualités investigatives, si je peux me permettre le mot, pour effectivement créer un ouvrage extrêmement intéressant, bourré d'anecdotes. 300 pages, des dizaines et des dizaines de photos, pour certaines inédites, c'est à préciser, parce qu'on croyait avoir tout vu de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas du tout. Non, il en sort tous les jours. Mais pour revenir à Marc, je ne peux pas dire que ses qualités littéraires soient sa plus grande qualité. Donc en l'occurrence, l'exercice de traduction, pour sortir quelque chose qui soit acceptable et agréable à la lecture d'un public français, il faut y mettre parfois un petit peu plus de littérature qu'il n'était dans le texte original. Il faut savoir aussi que le langage américain se prête à raccourcir extrêmement les idées. En 3 mots, ils disent que nous, en français, on dit en 2 phrases. Avec les postes et les prépositions. Absolument. Donc voilà, j'ai été confronté à ce petit exercice de style, mais qui est tout à fait passionnant. Et le langage américain est très imagé. Et on a la chance d'avoir dans le langage français tout le vocabulaire qu'il faut pour donner quelque chose qui ne soit pas redondant en permanence, comme c'était parfois le cas dans le texte original. Alors, revenons à l'histoire de cette 101e Airborne. Alors, il s'agit de parachutistes qui sont formés à partir de 1941, si je me souviens bien, 41-42. Le 16 août 42, donc, à Camp Claiborne, dans l'état de la Louisiane. Et en 43, ils vont partir en Angleterre avant de de sauter sur la région de Carentan, en Normandie, le 5 juin, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et là débute une aventure assez étonnante. On peut dire que c'était des jeunes hommes, un peu tête brûlée, il faut bien le dire. C'était vraiment l'avant-garde du débarquement. Ils étaient un peu foufous quand même en même temps, mais extraordinairement bien entraînés. Et ils avaient une vraie conviction. Oui, tout à fait. C'est vraiment une saga d'une section tout à fait étonnante de l'armée américaine, puisque tous ces jeunes étaient volontaires. Ils étaient tous effectivement très jeunes, 18-20 ans, et tous volontaires, donc pas des gens qu'on avait appelés sous les drapeaux de force. Ils venaient de tous les horizons, de tous les États, avec effectivement une envie d'aventure, parce que l'idée d'aller se battre sur le continent, ça les ramenait peut-être à leurs propres parents, qui étaient tous des immigrés. En lisant votre ouvrage, on voit des noms français, italiens, allemands, effectivement. Donc ils sont de première génération américains, et ils ont cette conviction que l'Amérique, c'est l'Eldorado, qu'il faut le protéger, et que leurs parents ont fui une Europe un peu belliqueuse, un peu difficile à vivre, pour justement construire un petit peu leur paradis terrestre en Amérique, et qu'il faut défendre ce paradis-là. Donc ils partent sans idéologie politique, mais avec vraiment l'envie de défendre quelque chose. Et par ailleurs, donc l'arme aéroportée, il faut bien se mettre dans l'époque. Prendre l'avion en 1930-1940, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Et prendre un avion en parfait état de marche et décider volontairement d'en sauter, c'est quelque chose de totalement aventureux. Donc les gens qui font ça, c'est effectivement des gens qui sont habités d'une envie d'aventure tout à fait particulière. Et ça donne effectivement des unités tout à fait attachantes, tout à fait particulières dans le conflit extraordinaire qui a été cette Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai bien compris qu'ils avaient été aussi formés dans l'esprit selon lequel ils pouvaient se trouver encerclés. Ce qui veut dire qu'il fallait être capable de s'en sortir. Et alors, ça va commencer par ça d'une certaine façon, parce que les avions vont les balancer en quelque sorte au-dessus du ciel, enfin dans le ciel normand, mais pas toujours là où c'était prévu. Non, parce qu'il faut également, encore une fois, se projeter un petit peu dans la technicité de l'époque. Déjà, le plus grand fait peut-être à souligner, c'est que cette première vague de parachutistes qui sautent dans la nuit du 5 au 6 juin, elle est transportée par 844 avions. 844 avions qui vont naviguer aile dans aile, sans le moindre aide à la navigation et dans un silence radio absolu. Il n'y aura pas un seul accident. Il y a 23 avions qui seront descendus par la flaque, mais les gars, ils sont aile dans aile, ils vont traverser les nuages extraordinaires. Alors, oui, pardonnez-moi, je vous interromps, il y a des planeurs quand même qui vont s'écraser dans le marécage, c'est pas terrible. Alors ça, c'est effectivement une opération qui arrive le lendemain, le 6 juin. Il y a 2 vagues de planeurs qui vont être larguées le lendemain. Et là, il faut savoir aussi que la saga des planeurs, c'est quelque chose de tout à fait fantastique parce qu'on parle de planeurs. Mais il faut savoir que les engins qu'ils utilisent à l'époque, qu'on appelle des Waco, ces avions, ils ne planent pas. Ils s'écrasent. Et c'est d'ailleurs le terme qu'utilisent les Américains. On parle de crash landing, c'est-à-dire qu'on n'atterrit pas. Une fois qu'on est largué, blessés d'ailleurs, beaucoup de blessés, et des morts. Le premier général tué
de l'armée américaine tué le 6 juin est un général assistant de la 101e aéroportée, le général Don Pratt, qui est tué dans son planeur. Dès qu'il a touché le sol de la Normandie, son planeur a glissé sur l'herbe mouillée au petit matin du 6 juin et il s'est fracassé dans une haie et il a été écrasé par la Jeep qui était derrière lui. Donc le premier général américain tué durant la Seconde Guerre mondiale est un général aéroporté. Alors, vous racontez des anecdotes dans votre ouvrage. Alors, par exemple, Simons, qui raconte un peu à sa fiancée et puis aux gens à qui il écrit que il ne peut pas tout raconter parce qu'évidemment il y a de la censure et c'est quand même assez chaud. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous racontez donc l'histoire des Pathfinders qui sont donc en fait ceux qui ouvrent la route, sont les éclaireurs. Tout à fait. Ça, c'est effectivement une saga dans la saga elle-même, une petite histoire dans la grande histoire. C'est qu'effectivement, pour ouvrir la route, ils avaient déjà eu des expériences en Afrique du Nord et surtout en Sicile, où ils avaient largué les parachutistes sans préparation au sol, et ça avait été un désastre total. Et ils s'étaient dit, là, pour la Normandie, on va inventer quelque chose de différent. On va larguer 30 minutes avant le gros des troupes, on va larguer des garçons qui seront chargés de baliser les zones d'atterrissage et les zones de largage, avec des... Pour limiter la casse. Pour limiter la casse. Donc, ils ont des appareils très sophistiqués déjà pour l'époque. Ils envoient des signaux qui sont récupérés par les avions et qui permettent d'identifier le moment où les avions doivent larguer. Dans la réalité, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque les avions ont déjà été dispersés par la flaque et par les conditions météo bien en avant, mais effectivement, il y a très exactement 320 de ces Pathfinders qui vont baliser 4 zones de largage au pied du Cotentin, dans les secteurs entre Sainte-Mère-Église, Montebourg et Carentan. Alors, ils ont du matériel sophistiqué, puis ils ont les fameux crickets, la clic-clac, pour qu'on comprenne qu'il ne s'agissait pas d'Allemands en train de charger leurs armes. Voilà, tout à fait, ça avait été effectivement également une leçon tirée des premières expériences en Sicile et en Italie. C'était qu'une fois au sol, se posait la question de comment rallier... De reconnaissance, voilà, exactement. Donc il y a certains bataillons qui utilisaient carrément des cornes, des cloches ou des lumières de couleur pour ramener à eux tous les parachutistes largués dans les environs. Et puis, quand on est dans ce pays de haies où on ne sait pas qui est de l'autre côté de la haie, il y a eu l'idée à germer dans l'esprit de Max Taylor, donc le commandant en chef de la 101e Airborne, d'utiliser ces petits jouets qu'on trouvait aux États-Unis dans les paquets de céréales, qui est une espèce de clicker, comme on appelle en anglais, qui fait clic-clac pour se faire reconnaître. Mais les Allemands ne sont pas idiots. Ils ont très vite compris que devant la multiplicité de ces sons dans le bocage normand, il y avait quelque chose de louche. Ils les en ont pris sur les prisonniers et ils les ont utilisés. Ils ont attiré comme ça. Exactement, pour attirer. Ils ont fait énormément de prisonniers comme ça, en se cachant derrière une haie, en utilisant le clicker et en laissant venir à eux les pauvres paras qui pensaient venir vers des amis. Alors, vous parlez aussi de fraternisation, vous donnez des noms, par exemple Charles Santarciello, dont on peut supposer que le patronyme laisse imaginer qu'il avait des ancêtres probablement issus du sud de l'Italie, et qui lui c'est un tireur d'élite, hein, on va dire les choses comme ça, il va en descendre, je crois, plus d'une centaine, avant d'être blessé. Voilà, c'est un épisode tout à fait particulier, hein. On est sur la Douve, il y a 2 ponts sur la Douve qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été construits par les Allemands, un pont piétonnier et un pont autoroutier, des ponts en bois, et il faut absolument s'en rendre maître pour éviter que les renforts allemands puissent venir repousser les alliés qui débarquent sur Utah Beach. Et les forces américaines qui étaient prévues pour cet endroit-là ne sont bien sûr pas au rendez-vous, puisque, comme on vient de le dire, les paras étaient éparpillés un petit peu partout. Et Charles Santarciello se trouve à cet endroit-là, et il voit venir à travers les marécages l'équivalent d'une grosse compagnie, donc plus d'une centaine d'Allemands qui arrivent, et en amenant 2 ou 3 copains à lui, il va se mettre en embuscade et il va faire un carton sur une compagnie entière. Donc un fait d'armes tout à fait étonnant qui est comparable au fameux sergent York de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est extraordinaire et en même temps c'est terrifiant. Alors, on parle de la 101e Airborne au moment du débarquement, mais l'aventure continue. Alors, on les envoie en Hollande et là, c'est pas terrible. C'est l'opération Market Garden, ça va plutôt être un échec. Ça a été effectivement l'échec qu'on a beaucoup imputé au général Montgomery, puisque c'était lui qui avait plaidé en faveur de cette idée qui consistait... Général anglais, effectivement, et qui plaidait dans l'idée d'entrer le plus vite possible pour terminer la guerre avant Noël 1944, d'entrer dans le cœur de l'Allemagne, d'entrer dans la Ruhr. Et le chemin pour entrer dans la Ruhr, ça passe par la Hollande, et ces fameuses lignes de ponts qui passent de Eindhoven jusqu'à Arnhem, avec des ponts sur les grands fleuves que sont la Meuse, le Rhin et l'Escaut. Et c'est certainement un plan un peu trop ambitieux, puisque tous ces ponts qu'il fallait prendre à la pointe du canon et de la baïonnette, eh bien on n'a pas réussi à tous les prendre et la première division aéroportée britannique s'est trouvée encerclée dans Arnhem et ça a été un échec cuisant. En revanche, les parachutistes américains de la 82e Airborne et de la 101e, eux, ont accompli leurs objectifs. La 101e devait prendre les ponts autour d'Eindhoven, ils l'ont fait, ils les ont tenus, mais ensuite la situation s'est enlisée et ils se sont retrouvés 72 jours coincés entre les digues. Plus grand chose à manger, on peut dire voilà, comme ça aussi. Sous la flotte. Voilà, on est dans l'automne 1944 aux Pays-Bas, il pleut beaucoup, c'est un
pays, vous creusez un petit peu, il y a tout de suite 70 cm d'eau. Donc des conditions très similaires à la Première Guerre mondiale, sous les tirs constants des canons allemands qui, eux, sont sur les hauteurs. Donc des conditions de vie vraiment similaires à la Première Guerre mondiale, sauf qu'ils n'ont jamais été relevés puisqu'ils sont restés 72 jours en ligne. Après, donc, Mourmelon, c'est une pause, on va dire ça, près de Reims. Et puis après, ils partent dans les Ardennes. Et là, c'est une autre histoire, parce que c'est l'hiver. Et c'est surtout la grande contre-attaque des troupes d'Hitler. Voilà, la fameuse opération Wart am Rhein qu'a lancée Hitler le 16 décembre 1944. On croit que la guerre touche à sa fin. On pense que les Allemands sont cuits, parce qu'on a traversé la France relativement facilement après la fin de la bataille de Normandie. Mais en fait, les Allemands se sont regroupés derrière la ligne Siegfried. Et ils ont reconstruit leurs forces. Et ils attaquent le 16 décembre à travers les Ardennes, l'endroit le plus inopiné, le moins attendu de la part de l'état-major allié. Et Eisenhower, le chef donc, des forces américaines et alliés, se trouve pris au dépourvu, sans aucune autre ressource, réserve, que ces deux divisions aéroportées qu'il vient à peine de retirer de Hollande, donc qui sont complètement décimées. Et ben, ce sont ces paras décimés, sous-équipés, avec leurs armements complètement détruits par 72 jours de combat, qui vont monter dans les Ardennes, où ils vont rencontrer un froid terrifiant, des froids de l'ordre de moins 10, moins 15 degrés. Et là encore, ils vont tenir la ligne. La 101e aéroportée va être encerclée pendant une semaine, totalement encerclée dans la ville de Bastogne. Donc c'est le fameux bastion des bâtards battus de Bastogne, donc un épisode haut en couleur qui a été narré par le cinéma. Et là, ils vont tenir 7 jours, puis contre-attaquer pour repousser les Allemands sur leur ligne originale et aller se battre au-delà de la ligne Siegfried. Donc, encore une fois, des soldats d'élite qui étaient censés se battre pendant un laps de temps extrêmement court sur des opérations coup de poing, ils vont être utilisés comme des bouches-trous, comme des sapeurs-pompiers pour éteindre tous les incendies de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'aventure de la Seconde Guerre mondiale va s'achever en passant par le Berchtesgaden, en fait, le nid d'aigle, et en passant aussi par le camp de Landsberg, qui est un camp de concentration. Là, ils vont découvrir l'horreur. Et donc, ils vont aller jusqu'au bout de l'aventure, en quelque sorte. Une aventure assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire s'il fallait résumer en quelque sorte l'histoire de cette 101e Airborne pendant la Deuxième Guerre mondiale? Un régiment d'élite, un régiment un peu à part de toute façon? C'est une division certainement d'élite parce que l'entraînement était terrible, qui pour être un parachutiste, il fallait avoir une moelle particulière et il fallait être formé de manière très particulière. Il fallait voir combien de kilos ils avaient sur le dos pour tomber? Quand ils sautent, ils ont l'équivalent de leur propre poids. Donc vous avez 75 kilos, vous avez 75 kilos sur le dos. Et c'est pas les parachutes d'aujourd'hui, sans être méchant pour les parachutistes que nous saluons au passage. C'est un parachute qui est quand même pas très grand. Voile ronde, qui ne se dirige pas du tout. Et donc effectivement, vous tombez comme une pierre, effectivement. Donc il faut avoir effectivement les reins solides pour être solide sur vos pieds à l'atterrissage. Il faut se battre derrière les lignes ennemies. Il faut avoir effectivement la capacité à survivre sur le terrain avec ce que vous avez dans les mains et dans les poches. Et puis effectivement, ce sont des jeunes, ils sont déjà précurseurs de cette Amérique des années 50. Curieusement, bien sûr, ce sont des guerriers, mais ils sont pleins de vie. Ce n'est pas une armée idéologique. Ils sont là pour un idéal qui est de défendre effectivement cette Amérique qui est encore un petit peu un Eldorado, mais ils sont pleins de vie, ils pensent qu'à s'amuser. C'est un peu des gamins, ils ont 18-20 ans, ils vont arriver en France, on va les envoyer en France, en Italie, et là ils vont découvrir Paris, ils vont découvrir plein de choses, ils vont profiter du pays. Parfois leurs ancêtres. Aller à la rencontre de leurs ancêtres. Donc effectivement, c'est un peu une autre guerre, c'est une autre ambiance, c'est une autre époque. Et c'est une guerre qu'ils auront gagnée, contrairement à la guerre du Vietnam ou la guerre de Corée, par exemple. Ça a été effectivement un triomphe total, ils sont rentrés chez eux en héros et non pas comme des conquérants vaincus. Denis Van den Brick, on vous connaît, vous êtes vous-même un peu aventurier, vous suivez les grands marins à travers, autour du monde. Et là, c'est une autre aventure qui vous passionne, visiblement, ça se voit en vous écoutant. Et ça fait plaisir à découvrir en même temps à travers cet ouvrage, dont je rappelle qu'il est rempli, truffé d'anecdotes et de documents inédits. On croyait tout connaître sur la Deuxième Guerre mondiale, en particulier sur le débarquement. Il n'y a pas du tout la preuve. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, La 101e division aéroportée durant la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous, Philippe.